Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous nous recevez et de quel moment justement vous nous recevez. Aujourd'hui, bienvenue donc à l'interview de la Nation qui est partie à Amdalaï, à Bamako, précisément à la clinique Défi Santé, à la rencontre du docteur Modibo Soumaré, ancien interne au service de gynécologie obstétrique au CHU Gabriel Touré, diplômé en infertilité masculine et procréation médicale assistée de l'Université Toulouse et des universités Toulouse et Montpellier, attestation d'échographie de dépistage des malformations fœtales au CHU de Nîmes en France, formation en chirurgie de l'obésité, Toulouse, Lille, Paris, Nice, attestation en technique moderne de la contraception, 3e cycle médecine et chirurgie reconstructive et plastique péritonéale. Dans cette clinique Défi Santé, mesdames, messieurs, vous avez une vingtaine de lits d'hospitalisation, un bloc opératoire, un laboratoire, une infirmerie, une salle d'accouchement, 5 salles de consultation, un laboratoire et une quarantaine de spécialistes partenaires. Avec donc le docteur Modibo Soumaré, mesdames, messieurs, nous allons parler de Covid-19, vu que le monde entier fait face à cette épidémie et ceux qui habituellement nous aident aujourd'hui sont plus touchés que nous. Alors, va-t-il falloir compter seulement sur nous-mêmes? Docteur Soumaré, bonjour et bienvenue à l'interview de la Nation. Bonjour, M. Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci vraiment. Alors, docteur, le monde fait face à l'épidémie Covid-19. Ceux qui habituellement nous aident dans des situations comme ça sont plus touchés que nous-mêmes. Va-t-il falloir compter seulement sur nous-mêmes? Si oui, comment? Il est difficile aujourd'hui, dans ce monde globalisé, de vouloir compter que sur soi-même. Il est évident que la médecine même est universelle, d'origine différente. Donc, on part de l'expérience des autres pour améliorer ses propres expériences et évidemment tirer les conclusions et déterminer sa démarche. Donc, on doit compter sur nous-mêmes d'abord pour réfléchir, mener nos investigations, déterminer nos stratégies en nous nourrissant des expériences de par le monde. Et c'est comme ça que moi je vois les choses. D'accord. En quoi, docteur, aujourd'hui, le secteur privé peut être un atout au Mali dans la lutte contre le Covid-19? D'abord, privé de la santé. Oui. D'abord, il faut préciser qu'au Mali, il y a le secteur privé, il y a la première ligne qui est constituée par les CESCOM, les associations communautaires qui ont constitué des centres de santé communautaires, et il y a les hôpitaux. Donc, ce sont sur ces trois pieds, évidemment, qu'il faut que la médecine travaille. Donc, le secteur privé constitue un maillon important dans l'amélioration de la santé de nos compatriotes. Que ce soit l'épidémie de Covid-19, que ce soit l'Ebola, que ce soit le palu, que ce soit les chirurgies, le secteur privé répond présent. Et d'ailleurs, pour tout ce qui concerne la médecine de pointe, on sait dans le monde entier, c'est le secteur privé qui généralement excelle. Par exemple, dans notre domaine, la procréation médicalement assistée, c'est plutôt le secteur privé qui a fait montre d'efficacité, et bien d'autres traitements existent aussi qui vraiment sont beaucoup plus faciles à mettre en place dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc les trois composantes de la médecine aujourd'hui au Mali doivent se compléter dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Mais quand on sait que face à la pandémie de Covid-19, les besoins matériels sont énormes, il faut avoir des lits, il faut avoir des respirateurs, il faut avoir des masques, il faut avoir tellement de choses. Est-ce que le secteur privé au Mali est assez bien outillé? Bref, quel peut être son apport? Est-ce que cet apport-là peut être considérable? Je crois que l'acteur principal de la gestion de la santé au Mali, c'est le ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé qui a en charge
de répertorier les performances des uns des autres, les équipements qui se trouvent par-ci par-là, surtout face à une pandémie telle l'infection de Covid-19, et ensuite de dire, ok, nous allons réquisitionner tel matériel à tel endroit parce que c'est une raison d'État. Donc je pense que tous les acteurs de la santé au Mali sont prêts aujourd'hui à jouer leur partition pour qu'on puisse circonscrire cette épidémie qui est arrivée chez nous. Mais il faut aussi extrêmement faire attention, ne pas croire que la gestion va se limiter uniquement au traitement. Par exemple, aujourd'hui, il n'est pas prévu de prendre en charge des cas de Covid-19 dans les centres de santé privés. L'État a pris des décisions pour désigner des centres qui vont prendre en charge non seulement les diagnostics, donc les tests, et la prise en charge des cas. Mais on sait très bien que pour circonscrire à cette épidémie, il y a un moyen important qui est la prévention. Maintenant, au niveau de la prévention, ce n'est pas que les gens du secteur privé, ni l'État. Je pense qu'il y a même la société civile. On a certainement de parler de la prévention, mais il y a quand même une couche, ou sinon même deux couches au sein de la population dont on n'entend pas tellement parler dans le combat, dans la lutte contre le Covid-19. Il s'agit surtout des cas très sensibles des enfants et des femmes enceintes. Alors, quand savons-nous en fait et des enfants et des femmes enceintes face au Covid-19? Nous n'avons pas assez de recul par rapport à cette épidémie. Ce qui est clair, on sait gérer les syndromes grippaux, les cas de grippe, et Covid-19 est une infection virale de ce type. On sait aussi que les statistiques ont montré que les jeunes font très peu la forme maladie de Covid-19, du coronavirus. Ça c'est connu aujourd'hui, c'est établi. Et j'ai l'habitude de dire que le climat très chaud dans notre pays et la jeunesse de notre population, il faut rappeler que 50% de la population malienne a moins de 15 ans. Ça, ce sont des facteurs aujourd'hui qui font que peut-être il y aura moins de cas graves dans notre pays. On sait que les personnes qui ont des antécédents médicaux lourds, pulmonaires, cardiaques, des diabétiques, qui sont très âgés, sont des personnes qui peuvent faire beaucoup plus les formes les plus graves de cette maladie. Maintenant, concernant les femmes enceintes, elles n'échappent pas à cette statistique. Et généralement, les femmes enceintes sont généralement les personnes jeunes. Et on sait que l'immunité baisse un peu pendant la grossesse. Et cela dit, une femme enceinte n'a pas plus de risques d'infection qu'une autre personne. Ce n'est pas comme une personne âgée ou une personne à un antécédent médicaux très lourds. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi des patients qui sont sous anti-inflammatoires et corticoïdes, et parfois pour de longues durées. Et nous savons que ces personnes sont des personnes à risque parce qu'il a été constaté que ceux qui sont sous ces anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes peuvent faire les formes les plus graves de l'infection à coronavirus. D'accord. Vu que la médecine a été prise à dépourvu, vu qu'on attend encore des médicaments, effectivement, tout ce qui est fait va d'une certaine manière vers la sensibilisation et vous avez déjà commencé à en parler. Au Mali, il y a, à l'instar des autres pays du monde, des mesures dites mesures barrières. Alors, quelles sont ces mesures barrières? Est-ce que vous trouvez qu'elles sont toutes bonnes, ces mesures? D'abord, il y a le premier maillon, c'est l'isolement ou le confinement. Et moi, de mon expérience et de mon point de vue, je pense que le confinement général établi sur l'ensemble des populations est presque mission impossible et ne sera pas efficace dans notre pays. Je suis convaincu que les mesures barrières comme le port du masque
pour l'ensemble de la population peut être une mesure très très salutaire dans la lutte contre le Covid. Les mesures d'hygiène comme se laver régulièrement les mains, tousser dans un mouchoir, et désinfecter les masques, les tissus, et en tout cas qui ont fait objet de tout, peuvent beaucoup plus nous aider à circonscrire. Encore une fois, j'ai dit, si les gouvernements prenaient la décision de demander à l'ensemble de la population de porter obligatoirement les masques, ce serait une très 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 bonne chose dans cette lutte. Je suis convaincu que la stratégie du Mali doit beaucoup plus aller vers cela que d'interdire les gens de sortir le soir, de travailler le soir. On sait que nous sommes un pays pauvre, on risque d'aggraver notre situation, et sans oublier que ceux qui nous viennent en aide sont dans de très grandes difficultés aujourd'hui. Donc, et vous l'avez dit dans votre introduction, nous devons compter sur nous-mêmes. Donc, n'arrêtons pas notre économie avant de voir le bout du tunnel. Peut-être on est parti pour quelques semaines ou quelques mois ou quelques années. Donc, il faut faire extrêmement attention parce qu'il peut y avoir des réinfestations. Et aussi, les virus c'est connu. Le virus peut muter. D'ailleurs, les campagnes de vaccination en Europe et même en Afrique en témoignent. Et ça explique le fait qu'aujourd'hui, les campagnes de vaccination faites contre les grippes en janvier, décembre, novembre en France cette année, l'année prochaine, ce n'est pas les mêmes vaccins. Ils essaient de voir la mutation des vaccins pour adapter les vaccins et faire sortir un nouveau vaccin. Donc c'est extrêmement important. Il n'est pas dit qu'un vaccin antigrippal sorti il y a 5 ans qu'on va faire la vaccination cette année avec, c'est pas ça le cas. Donc il est important aujourd'hui qu'on regarde ce qui est accessible. C'est le lavage régulier des mains, le port du masque pour l'ensemble de la population. Même si c'est difficile, c'est supportable. Mais confiner tout le monde dans la nuit à 21h, et laisser ouvrir les grands marchés le jour et les salles d'attente pleines sans mesure de distanciation entre les personnes, je pense que c'est se voiler la face. C'est se voiler la face. Autant adopter ce qui est faisable, ce qui est réaliste, ce qui est réalisable et ce qui est faisable dans notre pays. Et je pense que les mesures barrières, les mesures d'hygiène, on doit axer notre stratégie sur ça que plutôt le confinement ou l'isolement. Si on le fait, on a vu en Tunisie, j'ai vu un reportage où les gens criaient qu'ils préféraient mourir dans la dignité que de mourir de faim parce qu'on est en train de les confiner sans leur donner quoi que ce soit. On sait que notre économie est à bout de souffle, ça va être difficile de pouvoir payer tous les foyers. Donc le couvre-feu finalement n'apporte aucune réponse sérieuse à la question. Cela est tellement évident, et j'ai eu l'occasion de le dire, je ne suis pas le premier de le dire, que la nuit, c'est comme si on disait que le virus circule la nuit et le matin tout le monde peut vaquer à ses affaires. Non. Et je pense que les pâtissiers, les boulangers, et les vendeurs de café qui a sa retraite la nuit, on peut le laisser. Les restaurateurs, il faut laisser les restaurants ouverts et respecter les distances de 1 mètre, même 1,50 m entre les personnes. Ça permet de laisser l'économie fonctionner. Mais si on arrête l'économie, on va créer une autre crise à la crise. Donc il est extrêmement important aujourd'hui qu'il y ait un protocole national. Parce que jusque-là, moi je suis acteur, je suis dans une clinique où je travaille avec une quarantaine de médecins, une vingtaine d'infirmiers. Au jour d'aujourd'hui, nous ne disposons pas de protocole malien face à la pandémie. Et pourtant, nous sommes en plein dans la guerre. Donc il est important aujourd'hui qu'on réfléchisse par nous-mêmes, qu'on ait confiance en nos intelligences et qu'on ait confiance au fait que nous pouvons inventer et que même d'autres pays peuvent s'inspirer de l'exemple malien. Si aujourd'hui le Mali adopte le port obligatoire des masques pour l'ensemble de la population et que ça permet de circonscrire l'épidémie, les autres vont s'inspirer de nous. Il n'est pas dit forcément que les mesures prises en France vont être plus efficaces que ce que nous allons prendre ici. Et parlant de masques, docteur,
nous voyons circuler sur les réseaux sociaux la possibilité pour nous, par exemple, de fabriquer nos propres masques qui ne soient pas à usage unique, des masques qu'on pourrait utiliser des jours, voire des semaines, à condition de les laver. Je pense qu'il y a des spécialistes qui connaissent les conditions dans lesquelles les masques doivent être confectionnés et qui peuvent dire quel type de masque, quel type de tissu, quel type de produit utiliser pour que le virus ne puisse pas passer à travers le masque. Si cela est fait, je pense qu'il faut donner la possibilité à nos artisans de faire des masques. Il ne faut pas être comme la France où tout le monde croyait que tout était possible là-bas, mais qu'aujourd'hui, en pleine crise, d'aller chercher des masques en Chine qui parfois sont détournés par les États-Unis parce qu'ils sont en train de marchander. Aussi, à côté de ça, il est extrêmement important de privilégier aujourd'hui les dispositifs de lavage avec pédale à pied. Donc, on appuie avec les pieds, on évite d'ouvrir le robinet avec la main. Donc, les artisans maliens savent le faire. On n'est pas obligé de tout importer. Et je rappelle que lors de la Deuxième Guerre mondiale, pour ceux qui ont fait un peu le lycée et tout, ces leçons d'histoire, l'histoire de Chikuru Leroux est arrivée comment? Parce qu'il y avait une sorte d'embargo sur la France et les Français n'arrivaient pas à avoir du café. Donc finalement, ils ont eu à transformer les Chikuru Leroux. Et finalement, aujourd'hui, c'est utilisé comme une sorte de café à l'un niveau. Donc, il est extrêmement important qu'aujourd'hui, en pleine crise, qu'on ne fasse pas comme s'il n'y a pas d'intellectuels dans notre pays, qu'on mette les énergies, les intelligences ensemble, qu'on critique, qu'on décortique, mais qu'on arrête quelque chose qui tienne la route. Mais je n'ai pas envie de subir quelque chose qui est importé et sans chercher à comprendre à quoi ça sert, sans qu'on nous dise que ces mesures de confinement sont utilisées en France, sont utilisées en Espagne, sont utilisées en Italie, et il y a 1 millier de morts pratiquement par jour en Espagne, en Italie. Est-ce qu'on doit importer ça? Pour moi, portons tous, sans exception, les masques, ça va circonscrire cette épidémie. Et vous parlez des spécificités sociologiques propres aux différents pays. Chez nous, par exemple, nous avons les grains, docteur. Au niveau du grain, la distance réglementaire difficilement va être respectée. Les gens vont boire du thé dans le même verre, ils vont se passer les mêmes mégots de cigarettes. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes maliens face à Covid-19 qui vont en grain à présent? Il ne faut pas faire éclater les grains, mais il faut donner un bol jetable à chaque personne qui vient s'asseoir. Ça ne coûte pas cher. Il faut que tout le monde porte le masque. Donc c'est une réponse tellement banale, tellement simple à adopter, qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller faire le tour du monde pour savoir que quand on est dans un grain, il ne faut pas se passer les mégots, il ne faut pas boire dans les mêmes verres. Il y a les bols jetables, vous faites le café et le thé, vous donnez à chacun son bol. À la fin du grain, chacun jette son bol personnel dans la poubelle et on passe. Donc il est important aujourd'hui qu'on réfléchisse par nous-mêmes. Moi, je rappelle, mon ONG, les plans du Mali face aux pratiques néfastes et VIH, c'est mon ONG qui a fait. On a dit au Mali, et face au VIH, il y avait des pratiques. Si on disait d'arrêter, on allait faire éclater. C'est simple. Je prends l'exemple simple du lévira. Le lévira, ça veut dire qu'un homme qui décède, son petit frère prend sa femme. Ok? Qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on allait interdire cette pratique ou on allait chercher une solution? Donc nous, on a fait des tableaux. On a dit, si l'homme décède, il faut faire les tests sérologiques de sa femme, il faut faire les tests sérologiques de son petit frère, ensuite sceller l'union. Ce n'est pas interdire les léviras. Et les sororas, la même chose, quand la femme décède, on donne sa petite sœur à son mari, et si la femme est décédée de VIH, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, il faut faire les tests du mari, faire les tests de la femme, ensuite célébrer le mariage. C'est la même chose, il y a plein de... on faisait même les circoncisions avec la même lame, on a dit, ça coûte rien. Avant de pouvoir bannir la circoncision, l'excision, il faut conseiller aux exciseuses de ne pas utiliser la même lame
pour tout le monde. Pour ce qui est la circoncision, la même chose, on a dit aux médecins, aux infirmiers, d'utiliser par personne, par enfant, une lame. Donc, aujourd'hui, on est dans le même type de cas. On peut aujourd'hui poser la problématique sur toutes ses facettes, prendre tous les exemples possibles, ensuite trouver les solutions. Et on va voir que toutes les facettes de la problématique, quand on va les poser, on va comprendre que le port du masque, le lavage régulier des mains constitue un élément essentiel, un maillon important dans la lutte contre ce Covid-19. Votre dernier mot en guise d'appel à l'endroit de tous au Mali? D'abord, à l'endroit des populations, nous sommes dans un pays démocratique. Quand le pouvoir décide quelque chose, il faut respecter jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les débats puissent faire évoluer. Je m'adresse aussi aux forces de l'ordre. Il ne faut pas importer les mauvais exemples qui disent que voilà, quand on trouve quelqu'un en dehors pendant le couvre-feu, il faut le tabasser. Non, les populations ont un droit. Il faut sensibiliser, il faut verbaliser. Mais si ils tabassent les jeunes, les vieilles personnes, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je n'ai pas pour le moment la confirmation, mais j'ai vu qu'ils ont publié qu'un professeur en médecine qui est sorti de chez lui pour aller consulter un patient nuitamment a été agressé par les policiers. Cela est inacceptable. Il faut laisser les hommes de santé, les femmes de santé, les malades circuler de nuit. Parce que la maladie, ce n'est pas parce qu'il y a le couvre-feu que la maladie va attendre le lendemain. Ok? Et quelqu'un qui a un enfant, qui fait un accès pernicieux, on attend le lendemain, c'est le couvre-feu qui est à la base de ce que l'enfant va devenir. Une femme qui fait une rupture, et qui doit accoucher, qui a peur de venir parce que quand il sort, les policiers vont l'attaquer sans chercher à comprendre. C'est l'État qui aura. Donc, on ne peut pas faire de façon verticale. Ok, on a décidé, personne ne sera à 21h. Ce n'est pas possible. Les gens chez qui nous avons, ils sont en train de copier ces décisions, ne font pas comme ça. Ne font pas comme ça. Et ils sortent pour aller faire les courses et retourner. Et pourtant, ça concerne même la journée chez eux. Donc, moi je pense qu'à l'endroit des forces de l'ordre, il ne faut pas qu'ils continuent à tabasser les gens. Les gens ont un droit et il y a des services aujourd'hui de défense des droits de l'homme dans notre pays. À l'endroit des autorités, il faut rapidement qu'on associe l'ensemble des acteurs. La société civile, les praticiens du secteur privé et les fonctionnaires d'État pour faire un protocole qui soit exemplaire, qui soit applicable. Voilà les appels que je lance. Et bien entendu, une pensée à tous ceux qui sont touchés par cette maladie. J'ai des connaissances dedans. À côté de ça aussi, une pensée aussi à tous ceux qui ont perdu la vie à cause de cette pandémie, que ce soit dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Merci, Dr Soumaré. Monsieur, c'était votre interview de la Nation qui aujourd'hui était avec le Dr Soumaré, promoteur de la clinique Défi Santé. Et je l'avais dit au niveau de l'introduction, dans cette clinique, vous avez une vingtaine de lits d'hospitalisation, un bloc opératoire, un laboratoire, une infirmerie, une salle d'accouchement, 5 salles de consultation, sans parler justement encore d'une quarantaine de spécialistes qui travaillent ensemble au sein de cette clinique. Merci à vous d'avoir suivi votre émission d'interview de la Nation. Nous nous donnons rendez-vous pour la seconde. Merci, à la prochaine.